Si nous abordons ce deuxième moment, nous voudrions l'élucider sous l'angle à la fois de l'éthique et de la justice. Comprenons-nous bien tout de suite, l'angle de l'éthique signifiera pour nous une tension permanente du questionnement thérapeutique dans le soin africain et aussi du questionnement lié au concept de justice dans le processus de soin. Pourquoi ces deux notions? Si nous abordons la requête traditionnelle du soin, nous devrions comprendre que, de manière globale, il s'agira de rendre justice à la fois à la nature, de rendre justice à la société et de rendre justice au monde des ancêtres. Il y a une triple obligation à entrer en soin ou à faire en sorte que le soin, une fois établi, rende justice à cette triple dimension. Pourquoi? Il s'agira dans la thérapie traditionnelle, qui est essentiellement sacrificielle, de comprendre que la nature, la société et les ancêtres ont été déstabilisés par la maladie. Si il s'agit de compenser et de rétablir l'équilibre, pour la nature, les forces naturelles devraient alors prendre leur part dans le processus thérapeutique. Les forces existentielles, sociétales devraient aussi avoir leur part, jouer leur rôle. Et il en est de même des forces dites surnaturelles, c'est-à-dire relevant donc du monde invisible, celui des ancêtres. Pour la première catégorie de forces, c'est-à-dire les forces naturelles, nous avons évoqué dans le premier moment l'importance du guérisseur et du devin. Il s'agira donc de passer dans la pratique de la pharmacopée pour utiliser les énergies liées à la nature, au sein de la nature, pour guérir le malade. En effet, nous passerons le temps, un petit moment juste pour comprendre les propriétés thérapeutiques contenues au sein de la nature et qui sont mis à profit dans la démarche thérapeutique. Les plantes, les animaux, toutes choses relevant de la nature et participant, n'est-ce pas, à l'équilibre du tout. Deuxième moment, il s'agira donc de faire en sorte que, au sein de la société, les responsabilités que nous avons évoquées dans le premier moment puissent être pleinement mises en jeu, à contribution, pour obtenir la santé. C'est pour cette raison que les différents rôles qui seront répartis feront en sorte que chacun le jouant pleinement contribue à l'efficacité, n'est-ce pas, des autres propriétés, notamment celles liées à la nature, pour qu'elles soient pleinement utilisées par le malade. Le troisième élément, concernant, n'est-ce pas, donc les forces ancestrales, entre guillemets, les forces surnaturelles, signifierait aussi que pour rendre justice, pour retrouver l'équilibre, parce que, en considérant par exemple que la maladie relève d'un courroux d'un ancêtre, il s'agira alors de faire en sorte que ce courroux s'atténue, sinon disparaisse. Pour cette raison, automatiquement, de façon presque naturelle, le chemin thérapeutique va aussi prendre donc le caractère du sacrifice, afin que le courroux soit apaisé, que la hire s'atténue et disparaisse, n'est-ce pas?
Alors, il s'agira donc de mettre 3 types de forces à contribution. Le guérisseur de devin, il s'agira de consacrer et de sacrifier quelque chose aux ancêtres, et il s'agira aussi de soigner précisément. C'est-à-dire à partir de ce qu'on aura constaté, des diagnostics qui auront été faits, du symptôme, n'est-ce pas? Et dont les éléments de la nature contribueront à l'éradication. Donc il y a là une disposition immanente du rôle de la guérison, comme une dimension transcendante du rôle de la guérison. Il ne s'agira pas seulement donc de guérir telle ou telle maladie manifeste, mais une fois que la maladie manifeste aura disparu, en tout cas dans ses symptômes, il faut aussi prendre la précaution de comprendre qu'elle ne reviendra pas par d'autres moyens ou par d'autres chemins, notamment le chemin donc de l'invisible, si toutefois ce chemin n'a pas été barré d'une certaine façon. C'est-à-dire, si on n'a pas fait ce qui est de nécessaire afin que le courroux ne se réveille pas, que les ancêtres soient satisfaits et que justement le maillon faible n'existe plus. C'est une dimension première. Une seconde dimension devrait aussi être considérée, qui est la dimension clinique seulement du soin. Il ne faut pas négliger, même si nous abordons notre propos sous l'angle, n'est-ce pas, de la pensée dite traditionnelle, nous sommes dans un contexte où aussi l'être africain est ouvert à d'autres types de thérapies, notamment la thérapie moderne, clinique, on va dire, et qui pose aussi le problème donc d'une certaine justice, c'est-à-dire la maladie est donc en réalité, pour sa guérison, toujours une obligation pour les humains de trouver le juste milieu. Donc il s'agira pour nous de trouver le juste milieu, mais il peut aussi être recherché à travers donc une médecine, je dirais moderne, même si effectivement nous devrions comprendre les nuances et notamment la dimension ou la différence qu'il y a entre un niveau dit moderne en Afrique et un niveau dit moderne en Europe. Cela n'est pas notre propos, mais enfin, il faut le signaler. Pour ce qui est donc de cette dimension clinique moderne, il faut noter une chose. Dans l'espace négro-africain, l'accès aux soins est un droit déclaré. Mais en même temps, entre le fait donc de la déclaration du droit d'accès aux soins et le fait même de pouvoir y accéder, il y a souvent un hiatus. Donc il y a un problème, il y a l'attente du soin et les dispositions pratiques qui pourraient ne pas correspondre à cette attente. Cette dimension ou ces éléments que nous abordons rapidement ont juste un objectif de montrer que dans la recherche de soins, dans la préoccupation de la santé de l'être africain, il lui arrive de faire preuve de 2 niveaux, à savoir le niveau traditionnel et le niveau moderne. Ces 2 niveaux sont utilisés de manière, je dirais, syncrétique, parce qu'en réalité, l'un n'empêchant pas l'autre, l'être africain se voit à la fois lié par la force de sa propre culture à la thérapie et au cheminement, à ce parcours traditionnel du soin, et en même temps à cette dimension et à ce parcours moderne du soin. Les 2 ont pour lui une dimension incontournable dès lors qu'il conçoit que d'une part, le premier niveau relève de sa propre justice ou de la justice qu'il aurait envers le monde invisible, et que le second niveau, dimension clinique, serait
celle-là même qui lui permet aussi d'être dans une espèce d'horizontalité du soin, c'est-à-dire de bénéficier donc de l'apport des découvertes scientifiques qui peut effectivement faire défaut dans la thérapie dite traditionnelle. Donc il y a là une compensation qui fait partie intégrante de ce que nous pourrions dire de l'interculturalité du soin, précisément d'ailleurs, et qui mérite beaucoup d'attention. La question de la double thérapie que nous abordons comme ça signifie en réalité que l'être négro-africain se trouve dans une dimension que nous pourrions appeler le milieu. Le milieu, c'est-à-dire entre deux mondes, précisément, d'abord le domicile et ensuite l'hôpital. La notion d'hôpital, bien évidemment, recouvre à la fois le niveau primaire de santé jusqu'à l'hôpital en tant que tel, comme nous le connaissons ici en Occident. Mais le domicile couvre également plusieurs choses, à savoir la dimension familiale au sein donc de laquelle commencent les soins, jusqu'à des dimensions au-delà de la famille, qui prennent en compte le lignage même de l'individu, jusqu'à bien évidemment rejoindre donc la catégorie ancestrale de la maladie. Mais c'est entre ces deux mondes que l'individu africain se fait prendre en charge par sa maladie. Donc il est à la fois dans le soin et la vie. Le soin en tant que tel, parce qu'il est soigné depuis là-bas par les ancêtres, puisqu'il faut qu'ils agréent aussi les sacrifices qui pourraient, n'est-ce pas, être proposés par les vivants. Mais en même temps, il est soigné ici, parce qu'il s'agira de comprendre que ce qui se passe dans son environnement immédiat vaut aussi sous l'œil vigilant des ancêtres, qui doivent aussi accepter. Pour cette raison, il y a le fait que un parcours de soins ne s'achève pas seulement à partir donc de la guérison. Le parcours de soins, dès lors qu'on peut constater que les symptômes ont disparu, il y a ce qu'on pourrait dire, il faut rendre grâce, entre guillemets, ce terme est religieux bien évidemment ici, mais nous voudrions donc l'employer dans un sens totalement athée, à savoir qu'il faut être reconnaissant. La question concernant la dimension de remerciement aux ancêtres après guérison signifiera aussi l'obligation pour les vivants de leur faire une offrande en leur demandant de préserver la santé recouvrée. Cela aussi passe par la signification, ou en tout cas les attitudes permettant aux humains d'être en connivence avec ce monde de là-bas. C'est pour cette raison que des remerciements, des offrandes aussi seront faites auprès des vivants existants pour leur dire notre fils, notre fille, etc., qui a été malade, a recouvré la santé. Donc, cela passe souvent par la distribution de colas, le fait donc de convier à un festin un certain nombre de personnes dont l'identité sociale est avérée, impliquant le rapport privilégié qu'ils auraient avec le monde du là-bas. Toute chose qui fait que, comme si les deux mondes se retrouvaient en parfaite harmonie à nouveau. Ici, nous voudrions préciser que retrouver la santé signifie retrouver l'équilibre du cosmos. Parce que la maladie ici doit être comprise comme un déséquilibre cosmogonique en tant que tel. Une fois que la maladie, par contre, n'a pas trouvé une thérapie adéquate,
que, par exemple, elle libère les énergies du malade qui finit par mourir, c'est cela ce que ça signifie, alors la question de la mort se pose aussi d'une certaine façon dans cet univers qu'il nous appartient aussi de décider. Il s'agit pour cette dimension de la mort, ce que nous appelons ici fin de vie. C'est une terminologie que nous pourrions, sur laquelle nous pourrions revenir. Il s'agira précisément de se comporter à l'égard de la mort comme s'il s'agissait d'un accompagnement. C'est-à-dire un accompagnement achevé ou inachevé. Les soins qui seront apportés dépendront de la signification qu'on apporte ou qu'on libère devant tel ou tel cas de décès. C'est pour cette raison qu'il nous faut, pour être complet, voir, envisager ensemble la vision de la mort dans le monde négro-africain. Elle est complexe. Ça sera effectivement cette dernière partie-là que nous devrions analyser et ouvrir donc des perspectives de réflexion et de contribution à la manière dont nous percevons ou dont nous vivons même la mort dans notre univers occidental.